Les enjeux sociétaux et environnementaux sont au cœur de la transformation. Les entreprises aujourd'hui doivent rendre visibles leurs engagements. Bienvenue dans cette série Les Engagés, une série consacrée aux marques engagées du secteur de l'assurance, des institutions de prévoyance, des mutuelles. La prévoyance a un rôle majeur dans notre société. Elle permet aux Français, aux entreprises d'avoir une plus grande sérénité, une sécurité de tous les jours. La prévoyance rassure, mais elle s'engage aussi dans de nouveaux défis. Dans cette émission, aujourd'hui, nous allons discuter avec Jean-Manuel Cupiac. Bonjour Jean-Manuel. Bonjour Jean-Luc. Merci de votre présence. Vous êtes conseiller à la direction générale de l'OCIRP et directeur du Lab OCIRP Autonomie. On va parler d'engagement, vous le savez. L'OCIRP est une entreprise très engagée. En quoi l'engagement, Jean-Manuel, est-il une notion importante pour l'OCIRP ? Alors, engagé, c'est un mot générique, hein, on le voit bien, et donc notre engagement, il se décline. Aujourd'hui, quand on parle d'engagement, c'est engagé pour l'autonomie. Ça va être un peu notre nouveau slogan. Une forme de raison d'être ? Une forme de raison d'être, tout à fait. On avait protégé, agir, soutenir, et engagé pour l'autonomie, c'est quelque chose de positif. Face à quoi ? Face à ce défi, je dirais, démographique, qui est le point essentiel, c'est le choc démographique sur l'allongement de l'espérance de vie et le fait qu'on aura une société de seniors plutôt qu'une société de juniors. Alors, il faut le rendre positif. Et cette autonomie, c'est l'autonomie aussi avec une vision positive. C'est pas l'autonomie, perte d'autonomie qui, effectivement, on voit bien ce vocabulaire, mais une autonomie avec un sens positif, c'est-à-dire l'autonomie tout au long de la vie, aussi bien pour des jeunes que pour des seniors, en disant, eh bien, l'autonomie, c'est quand même un vrai défi. Et le vrai défi, c'est le logement, c'est la santé, c'est la nourriture, c'est un certain nombre de choses, et c'est d'accompagner. Mais accompagner ne suffit pas, il faut aussi faire de la prévention. Et ça, c'est quand même le défaut que nous avons majoritairement en France. Pas forcément les structures assurantielles, mais la prévention, c'est le défaut plutôt français de dire on n'en fait pas suffisamment. Et je pense qu'il y a une culture à obtenir sur la prévention et donc de dire, eh bien, l'engager pour l'autonomie, c'est aussi faire face et rendre aux personnes qui sont vulnérables, je dirais, un rôle protecteur. Donc, la fondation d'entreprise qui existe aussi à côté de l'OCIRP a pour mission, effectivement, d'être un acteur d'un engagement principalement sur les orphelins, c'était le départ, et puis on a ajouté le handicap, puis on a ajouté la perte d'autonomie, des aidants. Des vulnérabilités au sens large. Et d'une sens large, les vulnérabilités. Alors c'est un mot un peu valise, vulnérabilité, parce qu'on peut tout mettre dedans, mais pour autant c'est un rôle important, et l'OCIRP, indépendamment de ça, a un rôle vis-à-vis des pouvoirs publics de dire, eh bien, vous savez, nous sommes complémentaires. Complémentaires à quoi ? Eh bien, on le sait bien, à la sécurité sociale. Ce que ne fait pas la sécurité sociale, ce sont les complémentaires qui le font, aussi bien en santé qu'en prévoyance. Donc vous êtes un acteur paritaire, faut le rappeler pour ceux qui nous écoutent, à but non lucratif. Vous travaillez donc aussi bien avec les partenaires sociaux, les entreprises et les branches. Votre objet, c'est de distribuer, si je puis dire, des garanties collectives, c'est ça ? Absolument. La différence par rapport à une mutuelle qui est plutôt une approche individuelle et avec la logique, on va dire, de l'économie sociale qui est un homme, une voix, là, nous, on est plutôt deux, c'est-à-dire que c'est paritaire, et paritaire, c'est des employeurs et des salariés. Et c'est ça, cette gestion paritaire qui a pour but essentiellement d'avoir une approche collective. Collective auprès de qui ? Des branches professionnelles. C'est d'une certaine façon nos acteurs privilégiés, et puis d'autre part les entreprises. Donc des engagements concrets, vous l'avez dit Jean-Manuel, pour l'autonomie au sens large, pour qu'effectivement relever le défi de la vie autonome partout et pour tous, quel que soit l'âge et la situation. On va évoquer le rôle important que vous avez sur une forme de prise de conscience sociétale relative à la situation des proches aidants, des aidants. Vous avez joué, et vous jouez aujourd'hui encore un rôle précurseur sur ce sujet. Quels sont vos engagements sur ces populations qui sont elles aussi un peu fragilisées par leur situation ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la notion proche aidant, qui est le terme, ça date de 2015, de la loi ASV, Adaptation de la société au vieillissement. Et je me souviens qu'en 2017, on avait fait une conférence à la Caisse des dépôts sur cette thématique, en mettant en avant la conciliation vie privée et vie professionnelle des salariés aidants. On était vraiment précurseurs, parce que c'était tout nouveau. On s'aperçoit qu'en 2024,
ce sujet-là est pris largement dans la société française et on a pris conscience, je dirais, de la notion des salariés aidants. Quand on parle d'aidants, on sait que c'est environ entre 8 et 11 millions de personnes, mais en tout cas 5 millions qui sont des salariés Ils sont salariés. Ils sont salariés. Et 5 millions, c'est quand même très significatif. C'est cela dont il faut s'occuper. Et cette conciliation, vie privée, vie professionnelle, être aidant, c'est du long terme, c'est pas du court terme. Et être aidant, comment je vais pouvoir continuer à travailler et en même temps accompagner les proches que l'on soutient. Et ces proches, c'est quoi? C'est du présentiel, c'est-à-dire c'est le lien affectif et non pas le lien professionnel. Il faut bien faire une distinction entre aidants professionnels et aidants salariés qui sont des non-professionnels. Donc des convictions fortes sur la nécessité de mettre en visibilité ces situations d'aidants salariés et des actions concrètes aussi. Hein, vous en avez. Alors on fait des actions concrètes. Aujourd'hui, si vous voulez, le vrai sujet, c'est on a un défaut d'information. Il faut être très clair. C'est-à-dire que quand un nouveau sujet arrive, il faut s'informer et les gens ne sont pas suffisamment informés sur ces thématiques. Et donc, c'est le vrai sujet. Et donc, on a un vrai problème. Et en même temps, être aidant, il y a une partie vie privée et il dit est-ce que je vais le dire, est-ce que je vais l'informer dans mon entreprise, et à qui on informe son entreprise, son collègue et pas forcément son DRH. Et donc on a un déni d'être aidant vis-à-vis de l'aidant et l'entreprise elle est dans une logique de tabou, c'est-à-dire de dire oui mais ça c'est un sujet qui est peut-être privé et jusqu'où je vais aller pour m'immiscer de bonne foi, d'une certaine façon, dans la vie du salarié. Et je ferai un raccourci en disant c'est déni multiplié par tabou. Alors, si vous multipliez les deux, eh ben, d'une certaine façon, ça fonctionne pas. Donc, il faut lever cette chape de béton pour dire et si on travaillait autrement. Pour ça, vous avez des outils, un observatoire annuel que vous réalisez avec Via Voice. C'est ça. Une étude annuelle, salariés, aidants et dialogue social. C'est la seule étude sur les aidants à interroger toutes les parties prenantes. C'est ça ? C'est ça. Elle a cette particularité, c'est qu'on interroge de façon qualitative des salariés aidants, on interroge de façon quantitative des aidants et des non-aidants, des DRH, et surtout, on demande aux partenaires sociaux, organisations patronales et organisations syndicales, de dire qu'est-ce qu'ils pensent, je dirais, de ces conclusions. Et c'est là l'innovation, d'une certaine façon, de notre sujet, et on est assez fiers, on en a fait 3, on va faire le 4e, là on est dans les starting blocks, on va la dire, préparation, façon de préparation, en ajoutant d'autres partenaires qui vont nous aider sur ça, avec une ouverture sur les jeunes, ça c'est important, parce que les jeunes aussi sont aidants, et ça, on ne l'avait pas forcément pensé. Et puis une autre partie sur les fonctionnaires, parce qu'eux aussi sont aidants. Et je pense par exemple aux fonctionnaires, par exemple l'hôpital public, ils peuvent être aidants, ils sont professionnels le jour, mais ils peuvent être aussi aidants non professionnels quand ils sont chez eux. Et là aussi, c'est une vraie difficulté, il faut en parler. Vous avez fait aussi un travail assez remarquable avec une économiste sur ce que vous appelez une étude sur les coûts cachés. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, Jean-Manuel ? Alors, les coûts cachés, c'est justement par définition un coût qu'on ne voit pas, et on a voulu effectivement, c'est une première étape, on en aura d'autres, dire bien si les coûts cachés, ça représente combien de façon macroéconomique dans la société française. On parle des coûts cachés, excusez-moi, Jean-Manuel, des salariés aidants dans l'entreprise. Absolument. C'est-à-dire, c'est l'absentéisme plus le présentéisme plus d'autres choses qui fait que il y a un coût caché parce que la personne, elle est là, mais sans être là, elle est un peu moins efficace et puis ça génère des dysfonctionnements d'une certaine façon parce qu'il faut pas oublier qu'être aidant, c'est du moyen terme voire du long terme. Donc on est là pour sur plusieurs années. Et donc l'approche qu'on a eue avec Nathalie Chusseau, c'était de dire on a évalué, alors de façon macroéconomique, le coût caché entre 24 et 31 milliards d'euros par an. Et si on est sur une entreprise, on va dire lambda, qui est un peu générique, de 100 salariés, ça représente à peu près 10% de la masse salariale. Donc on voit bien que ce sujet-là n'est pas neutre, et cette thématique, il faut la continuer, parce que le vrai sujet, c'est il est peut-être urgent de faire quelque chose, parce que ça coûtera moins cher de faire quelque chose que de laisser ce coût caché, qui par définition est invisible. Donc en soutenant les aidants salariés, on réduit ce coût d'une certaine façon. Tout à fait. Et on peut aussi valoriser ce qu'on appelle les compétences
expérience douce peut-être, hein, acquise par cette situation qui est quand même terrible d'être aidant d'une personne en situation de perte d'autonomie. Vous avez aussi pris une initiative forte en début de la rentrée 2023, avec un ouvrage, toujours dans le même esprit, un travail collectif. Tout à fait. On a fait un ouvrage qui s'appelle « Décide-moi un aidant ». Alors, avec beaucoup d'humour, je dis, on a un problème, l'imprimeur a rien compris, parce que c'était pas un aidant qu'il fallait dire, c'est « Décide-moi une aidante ». Et donc, oui. mais globalement, on a fait 40 entretiens, un peu 360 degrés, avec bien sûr des aidants, des économistes, des partenaires sociaux, des institutionnels, des gens du soin, pour nous dire comment vous voyez ça dans l'évolution de notre société. Et c'est un peu un ouvrage un peu thématique de référence sur des messages à faire passer sur Dessine-moi un aidant, quelle réalité. Et derrière ça, on voit que c'est pas une réalité d'être aidant, ce sont des réalités. Des situations différentes. Et la notion d'être aidant, qui, on voit bien, est une logique non économique, c'est-à-dire qu'on est dans du présentiel et de l'aide, c'est une notion transverse. C'est transverse à quoi? Transverse dans les populations, aussi bien le handicap, les personnes âgées que les maladies chroniques. Et donc, il y a une grosse différence entre être aidant d'un jeune enfant handicapé et être aidant d'une personne âgée en perte d'autonomie. Et vous voyez bien que cette notion d'aidant qui est transverse maintenant dans la société, c'est une grosse avancée, je dirais, en disant il va falloir les aider. Les aider comment? Les aider à continuer à avoir cette double vie d'une certaine façon. Et cette double vie, elle est compliquée parce qu'un enfant handicapé, c'est pas une personne âgée. Donc de gros engagements très concrets sur les aidants salariés, des événements aussi que vous organisez, mais aussi pour la Journée nationale des aidants qui est le 6 octobre. On va parler plus particulièrement maintenant, Jean-Manuel Cupiec, du lab que vous dirigez, le lab, un lab sur l'autonomie. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que ce lab? Dites-nous. Un lab, donc on l'a écrit, lab sur l'autonomie, c'est en gros alors, modestement, c'est un think tank, on réfléchit, on a des sujets de toute nature. On en a fait une douzaine l'année dernière, en 2023, donc on a repris notre rythme de croisière après post-Covid. Et donc là, on est reparti. Le premier de cette année, 2024, c'était le financement de la sécurité sociale et les lois, avec les autres lois afférentes à cette évolution. Et puis on en aura sur d'autres sujets, sur Silver Valley, qu'on va accueillir le 29 février, et puis on en aura aussi sur le CRDS, qui est un vrai sujet sur la notation extra-financière. Donc vous voyez des sujets d'actualité qui ne sont pas forcément assurantiels, qui sont sociétaux, mais qui sont aussi, je dirais, de l'environnement assurantiel. Donc c'est un peu notre logique, et je dirais, on est un peu une vigie. Vous savez, quand je dis le lab, c'est quoi? Le lab, c'est deux choses. On est une vigie comme un grand phare, vous voyez, qui fait, voilà. On éclaire. On éclaire, on éclaire l'horizon. Le deuxième chose, c'est qu'on est une éponge. Alors vous me dites, c'est une éponge, c'est pas. On absorbe. Une éponge, parce qu'on absorbe les choses de la vie, les choses, etc., et les événements, donc c'est ça. Et puis on est des ambassadeurs aussi, en disant, en faisant ça, ça permet à ceux qui sont présents, à ceux qui les animent, à ceux qu'on invite, je dirais, d'avoir une logique, on va dire, intéressante sur comment diffuser de l'information. Et vous savez que l'information, c'est quand même une chose importante dans notre société. Un think tank ouvert? Oui. Ouvert à tous? Ouvert à tous. Quel type de partenaires, d'acteurs? On a des assureurs, des mutuelles, des IP, des assureurs, voilà. On a aussi des gens qui sont dans le conseil, on a des réassureurs, on a des administrateurs qui viennent de l'OCIEP ou d'autres structures. Donc c'est des partenaires sociaux, ça veut dire OS et OP. Donc c'est une population assez diversifiée. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est ouvert à tout le monde et tout le monde peut prendre la parole. Et c'est l'objectif. Vous voyez, fin d'année, on a fait un lab sur l'ESS et l'économie sociale et solidaire. Et donc, un peu notre modèle aujourd'hui, c'est de dire, on vous invite, vous avez droit à un petit café, donc ça, c'est toujours sympa à 8h30 le matin. Et puis, on vous offre aussi un ouvrage, parce que quand vous partez de là, vous partez avec de l'information et un ouvrage des auteurs qui sont intervenus lors de cette manifestation. Donc, il y a un partage de bonnes pratiques. Voilà. On vient délivrer de la connaissance et on reçoit également du contenu. Donc, on voit la traduction concrète de vos engagements. Vous avez, Jean-Manuel, évoqué tout à l'heure la fondation d'entreprise de CIRP. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de ses actions, par exemple ?
Alors, on a, depuis 2019, la Fondation a soutenu plus de 350 projets et on a 3 axes, l'autonomie, les orphelins, le deuil. Et aujourd'hui, on a un programme qui s'appelle Graines d'autonomie, qu'on a fait en 2022 avec la Fondation, et puis nos acteurs, c'est-à-dire les institutions de prévoyance. Et c'est un programme d'accompagnement de projets innovants de l'économie sociale et solidaire sur les fragilités. Et donc, on est là pour effectivement valoriser des projets, en gros, comme le font d'autres, sur ces thématiques. Mais une graine d'autonomie, c'est quelque chose de collectif. On est très, très content d'être, je dirais, d'être à l'initiative et de partager ça avec d'autres acteurs. D'autres acteurs comme les quelques institutions de prévoyance, c'est ça? Les groupes de protection sociale. Les groupes de protection sociale. Mutuelles, absolument, c'est notre philosophie. D'accord. Et donc, ça peut concerner divers domaines, cette action ou... Voilà. Et on a fait, par exemple, sur le sport, donc c'est un truc qu'on a fait assez intéressant, de la voile avec un partenariat avec l'association des pieds et des mains. On a participé à une mini-transat on va la participer en 2025, et on a pris 30 jeunes en stage d'initiation à la voile handi-valide. Donc, vous voyez, nous n'avons pas perdu notre logique de l'acteur économique et handicap, c'est-à-dire que l'association et la fondation sont tournées aussi vers le handicap à travers le sport et l'inclusion dans le sport. Ah, vous faites une transition merveilleuse, Jean-Manuel. Justement, vous avez un autre dossier en cours qui est, sur lequel vous êtes excessivement engagé. Parasport 2024, c'est comme ça que vous l'avez appelé, vous allez nous en parler. C'est un événement, qui aura lieu le 19 mars au Conseil économique, social et environnemental. Tout à fait. Alors, pourquoi on est arrivé à faire cet événement? C'est très simple, c'est une belle histoire. En 2018, on avait fini notre prix acteur économique et handicap. On a eu une petite pause. On a eu le Covid, ça a arrêté pas mal de choses. Et en 2022, on a soutenu 2 jeunes aidants, des SHN, vous savez, alors ça veut dire sportifs de haut niveau. Ah, d'accord. Valentin Bertrand, qui fait du saut en longueur, qui est médaille de bronze aux Jeux paralympiques aux mondiaux qui se sont déroulés en 2023, et puis Lucie Razet qui fait du 400 mètres, qui est déficiente visuelle. Et donc, à travers le club INSEP Alumni, on a dit, on va s'engager sur 3 ans, 2023, 2024, 2025, pour soutenir ces deux jeunes sportifs athlètes. Et en faisant ça, et en ayant le rapport d'Amélie Oudéa-Castéra, Amélie Le Fur, sur le parasport, on a pensé à plusieurs, avec le CESE et la FOIT, de dire, mais si on mettait en avant justement ces Jeux paralympiques, parce que c'est peut-être une façon de dire, vous savez, c'est aussi la grande cause nationale 2024, le sport, pourquoi ne pas valoriser ça et de dire, écoutez, valoriser le paralympisme, c'est aussi quelque chose d'exceptionnel. Et quand j'ai vu ces 2 jeunes le jour du Duo Day en 2023, je leur ai dit, mais c'est quoi les 3 qualités pour être un sportif de haut niveau? Ils m'ont dit, c'est simple, c'est de l'organisation, très bien, il faut être hyper organisé, très bien. La deuxième chose, c'est qu'on a envie, on a envie de gagner, il faut de la persévérance. Et la troisième chose, je me dis, c'est le plaisir de faire ça. Et j'ai trouvé que ce témoignage était touchant, et j'ai dit aux salariés de l'OSCE, vous voyez, ils ont peut-être aussi des choses à nous apprendre. Et c'est pour ça que l'inclusion par le sport et notre titre qui est un tremplin vers l'emploi, on part du SHN vers le SHE, sportif, handicap, emploi. Et donc, ce sont des personnes de qualité. Et donc, ce 19 mars, nous allons brasser tous ces gens valides, non valides, dans un gros colloque dans l'hémicycle du CESE, mais aussi dans la salle hypostyle avec des stands, des démonstrations, de l'escrime fauteuil. Et donc, quelque chose qui va être... on va dire joyeux, et en même temps de dire, vous savez, l'inclusion, c'est l'inclusion dans la société, ça passe aussi par le travail, et ça, c'est une donnée fondamentale. Une nécessité de promouvoir une société plus inclusive en faveur des personnes en situation de handicap. Il y aura aussi un forum pour l'emploi dans ce dispositif. Donc, Parasport est ouvert à tout le monde, Jean-Manuel? Parasport est ouvert à tout le monde. On lance les invitations dans quelques jours. Venez nombreux, on attend entre 400 et 500 personnes, et ça sera une belle manifestation, je dirais, olympique et paralympique, parce que effectivement, c'est un vrai sujet et c'est un défi. Et je pense que la société française, l'inclusion par le sport, c'est une vraie donnée fondamentale vers le sport et vers l'emploi.
Donc avec beaucoup de parrainage, hein, vous l'avez évoqué, les ministères. Il est encore temps de s'inscrire. Absolument. Et d'être partenaire aussi ou pas? Et d'être partenaire aussi. Tous les jours, j'ai des témoignages d'accueil. Et j'ai les grosses fédérations handicapées sont là, le handisport, la FFSA, l'APF, des mutuelles, des institutions de prévoyance, des banques coopératives. Et donc, ça sera un bel événement où on va pouvoir effectivement échanger sur des valeurs sportives et puis des valeurs d'entretien et de dire, eh bien, l'emploi, c'est quand même quelque chose qui est important dans notre société. Merci Jean-Manuel Cupéec. On a vraiment été ravis de vous recevoir dans cette série Les Engagés. Merci surtout aussi pour tous ces engagements que vous avez évoqués. Nous en avons grandement besoin d'entendre vos convictions, mais aussi les actions concrètes de l'OCIRP. Merci. Merci Jean-Luc. À bientôt. À bientôt.